Valoris, l'eau s'est retirée aussi vite qu'elle n'était arrivée. Au pic de la crue, on ne distinguait même plus ce carrefour giratoire, totalement noyé. En 2 heures à peine, la Côte d'Azur s'est retrouvée sans défense face à ce déluge meurtrier. À Cannes, dans les ruelles du centre-ville, la force du courant a surpris plus d'un habitant, à l'heure où les rues sont encore très fréquentées. Le camping du Pylône à Antibes, 24 heures après le déluge, totalement dévasté. Des mobil-hommes propulsés jusque de l'autre côté de la route. De la ville d'Antibes à celle de Biot, quelques kilomètres seulement, des mêmes paysages. Désolé. À Mandelieu, la ville la plus durement frappée, 8 morts. Tous pris au piège par la montée des eaux. Et si les recherches sont officiellement terminées ce soir à Mandelieu, il reste beaucoup à faire pour chasser les démons de ce déluge mortel. Bonjour à tous. Près d'un mois après la vague d'intempéries meurtrières qui a coûté la vie à 20 personnes dans le sud de la France, la rédaction de Toute une histoire a choisi de dédier ce numéro spécial à celles et ceux qui se trouvaient au cœur des orages le 3 octobre dernier. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons choisi un duo d'experts inédits. Vous aurez certainement déjà reconnu Yvonne. Bonjour Yvonne. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous cet après-midi. Et à vos côtés, Jean-Marc Ducos, journaliste parisien qui a couvert les intempéries. Vous nous ferez partager votre expérience. Jean-Marc, quelle scène avez-vous découvert en arrivant sur place ? La première image que je garde en arrivant sur place le dimanche en début d'après-midi, c'est Cannes dans le chaos. Et le boulevard de la République était sans dessus-dessous. Les voitures empilées les unes dans les autres, la chaussée arrachée, dévastée. On pouvait voir les réseaux électriques affleurés et des magasins en rez-de-chaussée qui étaient entièrement noyés. Il y a, alors peu de gens le savent, mais il y a un vallon, un ruisseau qui traverse Cannes, qui s'appelle le vallon de la Fouxe, qui descend de Mougins et qui s'est transformé en une véritable vague de boue qui a submergé jusqu'à 4 mètres de haut les maisons. Patrick et Frédéric, bonjour à tous les deux. Vous êtes voisins et avant cette soirée du 3 octobre, vous viviez tous les deux dans le hameau du Carimaï. On peut le dire que votre petit quartier du Canet, où vivait près de 30 familles, a été particulièrement touché par les inondations. À quel spectacle avez-vous assisté, vous deux, ce soir-là ? Ça restera aggravé à tout jamais. On a essayé de faire au mieux, de sauver ce qui était sauvable. Et on a sauvé l'essentiel, nos vies. On a perdu des amis. Et au-delà de ça, on va essayer de se reconstruire. Affreux. Tout le rez-de-chaussée a explosé. Des vitres explosées. Tout. Il y a tout qui a été dévasté. Aspiré, recraché. On a trouvé des meubles qui ne nous appartenaient pas. On n'a pu trouver nos meubles. On a vu une grosse vague. On a vu partir des voitures, crier des enfants. Plus rien. On voit cette photo, on voit dans quel état se trouve votre maison. Voilà. Vous vivez où tous les deux aujourd'hui ? Dans un camping, relogé par la mairie du Canet, auquel ils ont tout mis en place pour nous reloger, nous nourrir. Ils font tout ce qu'ils peuvent et on les remercie aujourd'hui. Vous aussi ? Aussi, exactement. On est au camping, on est dans un bungalow. On n'a pas le confort de la maison parce qu'on a tout perdu. C'est difficile d'avoir nos repères avec les enfants. Ils doivent continuer l'école, on doit continuer une vie, on doit continuer aller au travail. Mais on ne sera jamais pareil, ça ne sera jamais comme avant. Cette journée a été catastrophique. Il est dans quel état votre quartier aujourd'hui ? Dévasté. Dévasté. Aujourd'hui, ça fait 18 jours, jour pour jour, qu'on n'y est pas retourné. Que vous n'y êtes pas retourné ? On ne peut pas. On a eu un arrêté préfectoral. On a une colline qui borde notre lotissement et qui était prêt à s'écrouler. Donc, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, on est toujours dans le flou le plus total. Pas de relogement. On ne sait pas si on peut retourner chez nous pour récupérer le minimum. Yvonne, c'est tous les repères d'une vie qui disparaissent avec la vague de 2 mètres.
tout s'en va, c'est comme si on était pratiquement nouveau-né, mais ce qu'on entend aussi aujourd'hui, c'est que toute la communauté est touchée. C'est-à-dire que chacun est touché personnellement, mais aussi touché dans son sentiment d'appartenance à une région. D'où cet élan de solidarité majeure, cette unité qu'on trouve dans votre discours, et je crois que c'est ça qui est important dans toutes les catastrophes naturelles. Il y a vraiment cet élan de groupe, d'unité et de solidarité qui se met tout de suite en place. J'imagine que c'est important pour vous d'être ensemble dans ce malheur, les uns à côté des autres, dans ce camping, dans ces mobil-homes. Vous devez vous soutenir psychologiquement? Tout à fait, ça aide. Ça aide parce que justement, on a perdu nos repères. Et là, en ayant des voisins, des personnes qu'on côtoyait tous les jours, avec qui on avait lié des liens, tissé des liens, on se retrouve là, on s'aide, on se soutient, on s'aide dans l'administration, on s'aide pour les enfants, on s'aide un peu de tout. Donc, effectivement, c'est... Bonjour, mesdemoiselles. Vous appelez toutes les deux Laura. Vous êtes amies toutes les deux depuis 6 ans et vous vous trouviez dans le centre de Cannes lorsque les orages ont éclaté. Ce soir-là, vous avez sauvé la vie d'un vieil homme. Qu'est-ce que vous faisiez juste avant? En fait, on avait prévu de sortir toutes les deux entre copines, faire une petite soirée, même s'il pleuvait, ça n'allait pas nous arrêter. Et du coup, vu qu'il pleuvait vraiment beaucoup, on a garé la voiture, on allait au plus près de la voiture, on allait manger un kebab toutes les deux. Et voilà. Donc, vous avez entendu à ce moment-là des cris. Donc, vous êtes sortis, évidemment, sous la pluie. Voilà, donc là, je sors avec le parapluie et tout, je vais voir ce qui se passe. Et là, je vois la voiture avec ce monsieur qui tapait contre sa vitre. Et qui était cette voiture-là, voilà. Donc, et le monsieur était à l'intérieur? Elle flottait à ce moment-là, quand on est arrivé, quand il pleuvait. L'avant de la voiture commençait à couler un petit peu. Et lui qui tapait contre la vitre et qui criait « Aidez-moi, je suis bloquée ». Un monsieur âgé? Oui. Quel âge? On a su après 82 ans, mais sur le coup, oui, on le voit assez âgé, cheveux blancs, tout ça. On se dit il faut y aller, quoi. Donc, comment vous vous y êtes prise? J'avais le parapluie, tout ça dans les mains, j'ai tout lâché. J'ai couru, je me suis accrochée à la barrière parce que je me suis dit, si je saute dans l'eau, je pars avec le courant, c'est sûr. Parce que vous aviez de l'eau jusqu'où, vous? Dans la rue, on avait de l'eau jusqu'à la moitié du mollet. Mais lui, sa voiture était... il y avait 3 mètres d'eau, quoi. Donc, Et alors après, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis passée par-dessus la barrière et j'ai continué tout le long de la barrière en m'accrochant pour ne pas partir. Jusqu'à arriver au niveau de sa voiture, en fait. Parce que le courant était tellement fort que vous auriez pu être emporté? Mais c'est pas j'aurais pu, c'est je serais partie. À ce point-là? Ah oui. On voyait des rondins de bois, des valises, des poubelles, des conteneurs, il y a tout qui passait, quoi. Donc oui, si je lâchais la main, oui, Et vous avez eu ce courage comme ça immédiat, ou vous vous êtes dit, est-ce que je vais être capable d'y arriver, ou vous n'êtes pas posé la question, c'était évident? Non, j'ai pas réfléchi. J'ai entendu le cri de ce monsieur et j'ai dit non, là, c'est pas possible. Ces gens-là qui regardent et qui font rien, je me disais non. Il y avait beaucoup de gens qui regardaient, qui faisaient rien? Moi, de ce que je me rappelle, j'avais 3 personnes à côté qui regardaient, qui disaient, il faut appeler les pompiers. Je les ai regardés, je fais, les pompiers seront arrivés trop tard, là. Parmi les 3 personnes, des messieurs? Que des messieurs. Que des messieurs? Oui. On était les seules filles, je pense. C'est ça. Bon. Donc, vous êtes accroché à la barrière, vous êtes remonté au niveau de la portière, et là, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai essayé d'ouvrir les portières, mais avec le courant, impossible, c'était bloqué. De toute façon, vu qu'avec tout l'électronique, tout s'est bloqué. Et donc là, il y avait un jeune homme dans le kebab, donc qui s'appelait Romain, et qui m'a pas vu revenir. Du coup, il est venu m'aider. Et après, Laura, de ne pas nous voir toutes les deux revenir, c'est encore plus inquiété. Donc elle est venue, elle aussi, nous aider du coup. Donc pareil, en vous accrochant à la barrière. Moi, je suis arrivée, je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Ouais. Et je l'ai vu escalader, arriver au niveau de la voiture. Du coup, j'ai fait non, c'est pas possible que je la laisse comme ça. Du coup, pareil, j'ai escaladé, j'ai tenu les barrières et je les ai rejoints au niveau de la voiture. Et alors là, vous avez fait quoi? Là, vu que la voiture était face à nous, Romain a sauté dans l'eau, donc je tenais avec la main pour attraper le coffre, pour le mettre dans notre direction, en fait, parce que c'était la seule porte qu'on pouvait ouvrir. Donc là, on a ouvert le coffre, on a arraché la plaque arrière, on a donné des coups dans le siège pour pouvoir le baisser. Donc à ce moment-là, Léon était debout dans sa voiture, donc en fait, il y avait vraiment l'avant de la voiture qui était sous l'eau. Il avait de l'eau jusqu'au bassin, quoi, dans la voiture. Et donc là, on l'a sorti. Et après, la voiture s'est engouffrée sous l'eau et lui est accroché à la barrière avec nous 3, du coup. Donc vous l'avez sorti in extremis? Il se serait noyé dans sa voiture. C'est ça. Ouais. Elle est carrément partie sous l'eau. Oui. Là, on le voit, elle était entièrement sous l'eau. Oui. Ouais. Alors, comment on se sent après?
Quand ce monsieur qui s'appelle Léon, c'est ça? Il s'appelle Léon? C'est ça, ouais. Il est sorti sain et sauf, que vous vous êtes dit c'est grâce à nous. Sur le C'est coup, pas pour des héros. on se rend pas compte que c'est grâce à nous en fait. Sur le coup, c'est tellement arrivé comme ça qu'on se dit bon bah tant mieux, il s'est rien passé, mais c'est normal, ça continue quoi. Mais c'est après le lendemain quand tout le monde nous félicite et tout ça qu'on se rend compte que ah bah oui c'est pas mal ce qu'on a fait quand même. Et vous, Laura, sur le moment, vous avez réalisé ce que vous aviez accompli? Pas du tout. Sur le moment, le seul truc qui m'inquiète, c'est le maintenir au chaud et le maintenir en vie, parce que je ne le connais pas. Je ne sais pas du tout s'il a des problèmes de santé, de tout ça. S'il faut, il me fait un arrêt là, en 2 minutes. Je me dis, le seul truc, c'est là, il faut le garder, quoi. On note, Yvonne, le présent de narration, comme si elle était toujours dans l'action. Elle parle au présent. Oui, ça, c'est effectivement, a posteriori, les effets du traumatisme, parce qu'après coup, vous vous êtes rendu compte que vous auriez pu laisser votre vie. Mais face à cet événement, je trouve que vous avez un élan d'altruisme totalement naturel, et vous y allez avec beaucoup de sang-froid, et je crois qu'il n'y a pas lieu de réfléchir, parce que face à cet événement, aussi subi, aussi soudain, eh bien, sur l'impulsion de l'adrénaline, votre force est décuplée par 7. Je pense que vous vous êtes sentie hyper forte, hyper tonique pour sortir ce monsieur que vous ne connaissiez pas. Mais c'est dans l'après-coup qu'effectivement, vous réalisez ce que vous avez fait. Néanmoins, il y a certaines personnes qui ne le font pas. Les personnes qui étaient à côté de vous ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont inhibés, ils sont figés par ce qui se voit, ils n'arrivent pas, ils sont tétanisés. Donc vous avez osé. Tout le monde ne réagirait pas comme ça? Tout le monde ne réagit pas, c'est-à-dire les êtres anxieux qui sont un peu auto-centrés, ils n'y vont pas. Vous, d'un point de vue altruisme, généreux, tout de suite c'est un réflexe, c'est une évidence pour vous, une forme d'élan vital, et il n'y a même pas à réfléchir, on y va, mais les autres ne sont pas allés. Mais il peut arriver peut-être que des anxieux auto-centrés se révèlent dans ce type de situation. Ils peuvent se révéler être des héros du quotidien. Ça peut arriver quand même, rassurez-nous Yvonne. Ça peut arriver, oui ça peut arriver, mais là je crois que c'est tellement naturel que vous n'êtes pas en plus des personnalités anxieuses, vous êtes des personnalités très vivantes, très bienveillantes, donc oui, voilà. C'est rigolo leur position, là, on dirait des jumelles siamoises. Regardez, on a l'impression qu'elles sont collées, indissociables par les bras, comme ça, et puis le même mouvement de corps. C'est drôle. Vous êtes indissociables dans la vie, très très proches? Quand même, oui. Ouais. Est-ce que cet événement, cet héroïsme vous a encore plus soudés ou rapprochés? Je pense que ouais, ça nous a bien rapprochés et enfin, ça nous a liés à vie, je pense. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, toutes les deux? Moi, je suis diététicienne. Donc, j'aime vraiment m'occuper des gens et de leur bien-être, quoi. Et vous? Et moi, je suis en 2e année de fac de sport. Je suis encore étudiante, ouais. Patrick, vous vous trouviez où, vous, précisément, lorsque vous avez été surpris par la pluie? Au départ, on devait aller manger au restaurant avec des amis. Et je suis revenu sur la route et ma belle-sœur m'a appelé, m'a dit il faut que tu viennes de suite parce que j'ai de l'eau dans la maison. Je posais la voiture à côté de ma maison et je suis parti, j'ai traversé un pont qui est le pont de la rivière. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que j'avais de l'eau jusqu'au mollet. J'ai pris ma petite nièce qui a 9 ans sur mes épaules, j'ai retraversé le pont et je l'ai amenée à la maison. Moi, pas d'eau à l'intérieur de ma maison, rien du tout. J'ai dit, je pense que ça va être un petit orage, enfin, entre guillemets. Et quand je suis passé dans la salle à manger pour lui mettre une assiette, j'avais les pieds qui commençaient à flotter. Et là, j'ai dit, ça y est. Donc là, vous vous êtes dit quoi? J'ai dit, il faut tous monter à l'étage. Ah oui, tout de suite, vous avez eu ce réflexe. Ouais, et que j'ai monté ma femme, ma fille, ma nièce, et moi, j'ai essayé de partir à l'extérieur de nouveau pour aller voir la voiture. Là, quand j'ai ouvert ma porte d'entrée, j'ai pris une vague sur les pieds. J'ai pu refermer ma porte d'entrée et je suis monté. Ça vous était déjà arrivé de voir ça, de voir un orage d'une telle violence? Aussi violent, non. Jamais. Aussi violent, non. Votre maison inondée comme ça, de l'eau arrivée jusqu'au rez-de-chaussée? Non. On a connu 93, la première année où on est arrivé dans le lotissement. Un peu d'eau, mais pas à ce point-là. D'ailleurs, nous, on n'avait pas été inondés, mais une partie des voisins, oui, mais pas tous. Et vous, Frédéric, vous faisiez quoi?
à ce moment-là? J'étais à la maison avec mes filles, on regardait le match de foot. Une maison de plein pied? Non, une maison avec un étage, pareil que celle de Patrick. Vous étiez à l'étage? On était en bas, et une voisine nous a prévenu qu'on allait peut-être inonder. Donc j'ai pris les petites, je les ai montées à l'étage, instinctivement. Et ensuite, donc, je suis sorti, puis j'ai vu qu'avec l'eau qui commençait à rentrer à la maison. Et j'ai coupé l'électricité à la maison, je dis au cas où si. Et ça monte un petit peu plus parce que l'eau commençait quand même à monter 10, 20, 30 cm. Là, je suis sorti pour voir un peu s'il n'y avait pas besoin d'aide à gauche, à droite. Et puis j'ai entendu la voisine crier et une vague arriver. Une vague qui dépassait la première maison. Donc la maison d'un étage, et je l'ai vu, j'ai vu cette vague arriver à la hauteur de la maison. Et là, arracher le pont. Et quand elle arrache le pont... C'est comme si un tsunami arrivait. Exactement. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'arrive à comprendre les gens, ce qu'ils ont vécu là-bas. Donc je suis rentré directement chez moi. Je me suis mis derrière la porte. Pendant, on va dire, une vingtaine de secondes, au bout de 20 secondes, j'ai reçu comme si on me tapait chez moi. Je pressais sur la porte et là, il y avait de l'eau qui sortait de tous les côtés de la porte avec un craquement tout autour du contour de la porte. Et là, la porte s'est ouverte, elle m'a poussé sur un bond de 3 mètres en arrière, avec une vague de boue qui commençait à monter à plus de 2 mètres. J'ai réussi à nager dans la maison et à monter à l'étage. Là, j'ai pris mes filles qui étaient sur le lit, je les ai mis sur la mezzanine, on a une mezzanine, je les ai posées au plus haut à la mezzanine. Et là, je suis sorti par le toit pour voir ce qui se passait. Et là, c'était la catastrophe. Catastrophe. Mais c'est allé très vite entre le moment où vous avez vu la vague arriver, où vous avez juste eu le temps de fermer la porte et elle était déjà là. Exactement. On a en même pas 30 secondes. En même pas 30 secondes. C'est simple. J'ai dit, si j'étais tombé par terre, vous je serais passé. Carrément. Qu'est-ce qui est arrivé à votre voisine qui s'appelle Danielle? Daniel, justement, au début des inondations, hein, quand la voisine m'a appelé, on est sorti. Donc moi, je suis sorti, je lui ai demandé de venir à la maison. Voilà, c'est celle qu'on voit sur la photo. Elle n'a pas voulu. Ensuite, j'ai mon voisin qui a été la voir, qui lui a dit la même chose. Viens, rentre, viens chez nous. Elle n'a pas voulu y aller. Elle a dit non, j'ai l'habitude. En 93, j'étais là, il y a eu un petit peu d'eau. Elle a voulu rester chez elle. Et elle, malheureusement, elle a une maison de plein pied. Et là, elle n'y a pas échappé. C'est-à-dire qu'elle est décédée? Elle est décédée. Elle est décédée, noyée. On l'a retrouvée à plus d'1 kilomètre de la maison, sur un parking. Elle a été emportée par cette vague, par cette rivière, par ce torrent. C'était plus qu'une voisine, c'était une proche avec qui on échangeait, on rigolait, elle partageait des choses avec nous. Il y avait la bonne humeur. Juste avant qu'il arrive ça l'après-midi, on était avec elle, elle dansait avec les petits sur le parking. C'est vraiment quelqu'un qu'on appréciait et qui était apprécié de tous ses voisins. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre sa photo comme ça à l'antenne aujourd'hui. Et puis on a une pensée émue pour ses enfants et ses petits-enfants. Patrick, j'imagine que pour vous aussi, tout est allé très vite. Vous avez vu cette vague arriver, donc vous aussi? J'ai entendu une déflagration, mais très lourde, très longue. C'est indescriptible. Donc la déflagration qui correspondait à l'arrivée de la vague? Oui, c'est la vague qui est rentrée dans la maison. Nous a dévasté les 2 baies vitrées, qui a emporté une partie des meubles, qui a recraché l'extérieur, nous a fait rentrer tout ce qui était à l'extérieur à l'intérieur et avaler l'intérieur pour le mettre ailleurs. Et à un moment donné, ça s'est stabilisé. Et là, on s'est rendu compte que ça allait partir, essayer de se... Et on a prié, enfin, il y avait des choses qui nous passaient par la tête, j'avais ma nièce qui criait, j'avais tout ça, mais bon, on essayait de Qu'est-ce qui vous passait par la tête? C'est des idées terribles? On pense à la mort, on pense au pire? Il n'y a que ça, quoi. Je veux dire, on était pris en otage, il n'y avait pas d'issue, on ne pouvait pas sortir, on n'avait pas de route qui pouvait contourner, tout avait éclaté, on ne le savait pas. On a vu nos véhicules partir. On a vu... Donc vous avez trouvé ça très long? Très long, oui. Très, très long. Et... Là, vous avez eu peur que la maison s'écroule? Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est la question que je me suis posée. Je dis, est-ce qu'on fait bien d'être au premier? Mais au rez-de-chaussée, on ne pouvait pas y être. C'était pas possible. Donc, voilà, on attendait. Possible de s'en sortir ou pas possible. Voilà. J'imagine que vous avez eu du mal quand même à trouver quelqu'un pour secourir ceux qui en avaient besoin, parce que les secours étaient débordés, on l'a compris, plus de 1300 appels. Frédéric, vous aussi, vous avez tenté de joindre des secours? Tout à fait. On a passé pendant 5-10 minutes à essayer d'appeler, essayer de joindre les pompiers, la police. Mais pareil, voilà, en vain. Et nous, on ne comprenait pas pourquoi.
C'est ça le problème, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi ça ne répondait pas. On n'imaginait pas qu'il y ait eu un tel désastre sur toute la Côte d'Azur. Nous, comme on dit, on voyait que par ce qui se passait chez nous. Donc on était un peu énervés, on s'agaçait et on se disait on va y passer. On se disait qu'on allait mourir. Et votre femme était avec vous? Non, pas du tout. Elle travaillait sur Paris, elle était dans le train. Elle a pareil, donc elle était dans le train, elle n'a pas compris, le train a été bloqué au Var, dans le Var. Elle a reçu un appel en disant le train est arrêté en Var pour faute d'intempéries sur la Côte d'Azur avec 4 morts. Là, donc, elle a essayé de m'appeler pour savoir ce qui se passait. Et quand j'ai décroché, elle a entendu que ça criait dans tous les sens, que ça criait dehors. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit je pense qu'on va y passer. Elle m'a dit comment? J'ai dit je peux pas te parler, j'ai pas le temps de te parler. Et là j'ai raccroché. Donc elle est restée dans l'attente dans le train comme ça. Vous lui avez dit ça au téléphone que vous alliez y passer? Je pensais. Moi l'eau est montée jusqu'au premier étage. Je me suis retrouvé sous la boue. Donc j'ai réussi à sortir de là par les marches pour monter aux escaliers. Il y a des barreaux. J'ai réussi à m'accrocher aux barreaux et à sortir la tête de là. Mais l'eau est montée au premier étage. Et l'eau n'arrêtait pas la pluie n'arrêtait pas. Oui, je pensais vraiment au pire. Alors, à ce moment-là, vous avez pu donner l'alerte à un monsieur qui s'appelle Riyad, qui est avec nous dans le public. Je vais vous demander de venir nous rejoindre. Et on sent beaucoup d'émotion encore dans les yeux en vous repassant le film de cette soirée infernale. Il était quelle heure d'ailleurs quand ça s'est produit? Ça a commencé à 8h30, 9h moins 20, jusqu'à 11h30. On a vraiment vécu ça pendant 2 heures. Et comme vous dites, il y a de l'émotion parce qu'effectivement, je dois énormément de respect à ce monsieur-là parce que ce qu'il a fait, ça a été incroyable. Je l'ai appelé, moi, pour qu'il aille juste aux pompiers parce qu'il habite à côté d'une caserne de pompiers à la Boca. Vous êtes collègues de travail tous les deux, c'est ça? Alors vous êtes conducteur, receveur, et vous vivez à quelques kilomètres donc de... 1 kilomètre, à Cannes-la-Boca. Donc vous l'appelez en lui disant de contacter les pompiers, c'est ça? Tout à fait. J'ai dit j'arrive pas à joindre les pompiers, essaye d'aller joindre les pompiers. Et vous lui racontez ce qui est en train de se passer? Je lui ai dit, il y a de l'eau jusqu'à la maison, c'est la panique de partout. Il m'a dit, je te raccroche, j'y vais. Chez moi aussi, c'est inondé. Oui, c'est ça. Ça doit être inondé chez vous aussi? Oui. Il se passait quoi chez vous? Sur le moment, j'ai pas pu sortir. Il y avait environ 1 mètre, mais il y avait un courant fort. Et dès que le courant s'est un petit peu calmé, je suis allé en direction des pompiers, je suis allé les voir. Ils étaient en intervention. Vous l'avez senti comment au téléphone? Paniqué. Paniqué par rapport à... Il était coincé avec ses 2 filles. Et par rapport à ça, il ne savait pas quoi faire. Et autour de lui, c'était la panique générale. Alors, quand vous avez pu sortir, vous avez attendu que le courant se calme un peu? Voilà, donc je suis parti à pied, parce qu'en voiture, c'était impossible. Vous aviez de l'eau jusqu'où? Au niveau de la taille. Donc je suis allé voir les pompiers, je leur ai demandé d'intervenir. Car au hameau du Carimaï, j'avais un ami, et tout le hameau en général, qui avait besoin de secours. J'imagine qu'ils étaient au courant quand même, les pompiers? Non. Apparemment, non. Donc, sur le moment, il m'a dit, oui, on va essayer d'intervenir. Et là, je rappelle Frédéric, et je lui dis, bon, ils sont informés. Là, à ce moment-là, je peux toujours pas... je suis coincé, quoi. Je peux pas faire plus que ça. Donc, je retourne les voir, et là, je leur dis, il y a des enfants, ils sont coincés, l'eau monte à une vitesse... arrive presque au niveau des chambres, ils sont bloqués, il faut absolument intervenir. Et là, je les vois partir avec un véhicule en direction du hameau. Et Frédéric, il me dit, toujours pas de secours. Donc là, je décide d'aller à pied. Il me dit, non, tu ne peux pas intervenir, il y a trop d'eau là-bas. Donc sur le moment, j'avais de l'eau au niveau de la taille, je suis allé à pied. Mais à pied, ça faisait quoi? 1 kilomètre au moins? Oui. Donc 1 kilomètre à pied? Entre 800 et 1 kilomètre. Contre le courant ou voilà. avec le courant? Non, contre le courant. Donc après, j'ai atteint le chemin qui mène au hameau. Il était dévasté, donc je sautais de part en part pour atteindre le hameau. Et là, j'arrivais pleinement chez Frédéric. Et là, on a décidé de prendre les filles et de partir de là-bas. Et donc on a décidé, c'est-à-dire que vous l'avez appelé d'en bas? Oui, non, quand je suis arrivé, je suis allé direct à sa maison. L'eau, elle était bien descendue déjà. D'accord. Et à ce moment-là, on a récupéré les 2 gamines et
Et on À est pied parti à pied. On a eu son beau-frère qui est venu au même moment. Et on est passé par des endroits, par une forêt. On a escaladé des grillages. On se passait les filles. Sa grande s'est égratignée avec le grillage. Après, on a atteint un chemin de fer. Et on a marché le long jusqu'à arriver à la prochaine gare. Et là, on pouvait circuler normalement. C'est-à-dire, vous avez marché combien de temps? On a marché un beau quart d'heure. Et voilà. Donc, il vous a étonné d'avoir fait tout ça? Vous l'auriez imaginé ou pas? On se connaît quand même assez bien. Après, vraiment, dans la catastrophe qu'on était, on peut se dire, on s'imaginait ce qu'il aurait effectué. Voilà. Ce qu'il a fait, on ne peut pas dire qu'on imagine. Voilà. Ça a été fait. S'il ne l'avait pas fait, ce serait passé quoi? Je pense pas qu'il l'aurait pas fait. Vous étiez sûr qu'il le ferait? Je lui dis de pas venir. Je lui dis de pas venir, mais quand il a senti les cris, voilà, c'est un ami. C'est quelqu'un, ce qu'il a fait là, c'est même plus que de l'amitié. Voilà. Et pour reprendre ce que disait Patrick, voilà, peut-être que nous, dans la situation où on était vraiment seuls. On a été seuls. On s'est entraînés entre nous. Et quand on a sorti les filles de là-dedans, avec de l'eau encore, pour nous, il ne fallait pas qu'on reste ici. Vous auriez fait la même chose à sa place, s'il vous l'avait demandé? Il n'aurait pas demandé, je pense que je l'aurais fait. Mais pour reprendre ce qu'elle disait Yvonne, on ne sait pas. L'instant, on ne sait pas. Je sais que j'étais de partout, j'essayais de voir si les gens avaient besoin de moi à ce moment-là. Et une fois qu'est arrivé Riyad, je me suis senti vidé. Il s'est relâché. Il a pris mes filles, il les a portées. Pendant 2-3 minutes, je ne portais plus rien. J'étais vidé, je ne bougeais plus. Et il s'est remis à pleuvoir, il m'a dit, il faut qu'on parte avant qu'il arrive la même chose. Parce que la rivière commençait à remonter, et il y avait, pour reprendre ses patries, il y avait des véhicules qui passaient, des arbres qui passaient. C'est pour ça qu'on a décidé d'escalader, de passer par une montagne. Mon beau-frère qui nous a monté le chemin, on est passé sur la montagne, l'autoroute, on l'a fait passer sur des grillages. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Il sait que je l'aime. Vous l'aimez carrément? Ah ouais? Carrément. D'amour. Vous l'aimez d'amour? Il y aurait des jalouses. Non, c'est... J'ai encore les larmes aux yeux. Vraiment. C'est un lien particulier, quasiment sacré. C'est comme si Riyad vous avait sauvé la vie. Donc il vous a donné une nouvelle naissance. Parce que quand vous dites que vous étiez vidé, c'est que quand vous aviez sauvé vos filles, vous étiez prêt pratiquement à mourir. C'était vos filles qui étaient importantes. Exactement. Donc vous avez été porté par le fait de vouloir absolument sauver l'autre. Et après, l'effondrement. Et donc il y a un lien sacré entre le sauveur et le sauvé qui est très important. Ça crée un lien, on se sent redevable quand on est Alors il y a sauvé, une dette, ça? mais le sauveur n'en veut pas. Il ne veut pas de cette position héroïque. C'est totalement naturel. C'est quelque chose d'un réflexe, c'est spontané, c'est totalement altruisme. Mais... Vous sentez une dette envers lui? Je lui dois tout. Comment? Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit, je lui dois tout. Je lui dois tout et on parle de cette nuit, mais il n'y a pas que cette nuit, parce qu'il est resté avec moi pendant les 3 jours qui sont passés. Il s'est occupé de mes filles toute la nuit. Moi, je suis retourné le lendemain. Donc, il n'y a pas eu Sur que... place? Voilà, exactement. Il n'y a pas eu que ce moment-là. Et il y a encore jusqu'à aujourd'hui, voilà. Il est encore là derrière nous, il nous aide au camping. Voilà, c'est pas l'histoire de sauver, voilà, je suis intervenu, il n'y a plus rien. Il sent qu'il y a besoin d'aide et il est encore là. Il est encore là sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Et il le fait naturellement, et c'est ce qui est encore plus beau, quoi. Bravo, monsieur. Donc vous êtes retourné sur place le lendemain. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qu'on a vu? L'apocalypse. Ouais. L'apocalypse. On s'est cru dans une série américaine, dans un film américain où il n'y avait plus rien, plus de route, plus rien, tout exposé. Avec des fonctionnaires de police devant qui nous disent vous ne pouvez pas y rentrer, vous n'avez pas accès, personne ne rentre. Personne ne doit rentrer. Voilà. Et il fallait qu'on rentre, il fallait que je retourne, il fallait que je voie ce qui se passe. Et il y a 2 voisins qui sont arrivés, on a réussi à rentrer et on est resté là-bas pendant 48 heures. Ah, sur place, vous êtes resté Sur place. 48 heures, vous avez dormi où? Il y en a qui étaient relogés, moi j'étais pas logé, on m'a pas donné le relogement jusqu'au mercredi.
Donc je suis resté sur place, je suis parti à 2 heures, j'étais me laver chez Riyad, je suis parti chez un ami, prendre une douche, chez mon frère, je suis revenu. Voilà. Et pourquoi vous aviez besoin de rester là? D'une part parce qu'on avait besoin on avait peur d'être pillé. On avait peur d'être pillé, on a été pillé. On a besoin de rester, on était attachés. On ne voulait pas partir. Il y a tout qui est parti, on ne voulait pas partir. En disant non, on est là, c'est chez nous. On n'a nulle part où aller. On ne veut pas aller ailleurs. On avait des gens qui nous ont proposé de nous prêter des appartements, la famille qui nous a dit de venir chez eux, mais on ne voulait pas. C'était pas chez nous. Chez nous, c'était ici. On était attachés à ça, on ne voulait pas partir de là. Il y a une part de deuil à faire, Yvonne, c'est Le terrible. deuil du lieu, de l'appartenance. Vous apparteniez quasiment à une communauté de lieux, d'où l'importance qu'on a dit tout à l'heure de la solidarité, mais aussi vos racines étaient là. Et c'est comme si votre racine était partie, vous tentiez de retrouver des bribes de racines et de votre histoire, qui était important. C'est vrai. Alors avant de retrouver le témoignage de nos invités, il est temps de marquer une courte pause. En attendant, vous pouvez vous aussi partager vos récits et vos photos des inondations sur notre page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag Toute une histoire. A tout de suite. Vous avez été des millions à être émus par la famille Bélier. Je vole. Et tout à l'heure, dans l'histoire continue, c'est Cathy qui risque bien de vous émouvoir. Nous l'avions rencontrée il y a 1 an dans Toute une histoire. J'ai été élevée avec 2 parents sourds et j'avais l'impression moi aussi de porter un handicap. J'avais endossé un rôle qui n'était plus le mien, je voulais retrouver ma place d'enfant. Aujourd'hui, Cathy s'apprête à passer un cap important. Je reviendrai si vous avez besoin, on enverra des messages. À mon diplôme. Attends, Cathy. Vous avez donc rendez-vous avec Cathy et son incroyable famille dans l'histoire continue. Demain, juste après l'émission, vous avez rendez-vous pour un chat en direct avec Yvonne Poncet-Bonissol. Le deuil, c'est une souffrance, mais intolérable, mais il faut l'affronter pour faire place à quelqu'un de vivant. Faut-il faire un autre bébé quand on vient de perdre son enfant? Comment se reconstruire quand on est un enfant pansement? Notre psychologue répondra à toutes vos questions sur le sujet. Alors connectez-vous dès 15h30 sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Nous sommes réunis pour une émission entièrement consacrée aux intempéries qui ont touché le sud de la France le 3 octobre dernier. À leur réveil, le lendemain matin, nos invités ont assisté à ce spectacle de désolation. Bonjour Luigi et Vanessa, merci d'être avec nous. Alors, ce sont des images comme celles que nous voyons derrière moi qui vous ont donné envie de vous investir pour apporter votre aide. Vanessa, quand avez-vous découvert ces images? Le lendemain matin. Donc quand j'ai su ça le dimanche matin, à côté de la maison, il y a un camping. Je me suis dit, oulala, il y a la rivière qui passe, ça doit être la cata, quoi. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai pris tout ce que je pouvais amener pour aider et j'y ai été. Donc là, dans le but d'aider, voilà. Vous vous êtes dit, il faut que je me rende utile. Voilà. Et quand vous êtes arrivé sur place? Eh ben, il n'y avait plus rien. Au C'est-à-dire que le camping, il est sur 2 étages. Le premier étage, il a été rasé. Tout avait été emporté. J'ai proposé de l'aide, j'ai proposé un logement. Je pouvais loger une famille, des enfants. J'ai proposé à manger, j'ai donné des vêtements pour des petits. Ce que je pouvais à mon échelle, quoi. Et le lendemain matin, le magasin s'ouvre. Donc je vais m'acheter une paire de bottes, ma raclette, mon seau et puis j'y vais, quoi. Alors, non seulement vous avez eu cette pulsion de devoir aider les autres, mais vous avez fédéré des bénévoles autour de vous. Comment vous y êtes prise? Si vous voulez, il y a un groupe qui s'est créé sur Facebook, un site d'entraide. Et puis, j'y suis allée la première journée, j'ai rencontré quelqu'un. Puis on s'est retrouvés le lendemain, on s'est donné rendez-vous, puis on a rencontré d'autres personnes, on a créé une équipe comme ça. Et on a eu le contact des gens. Et ça s'est fait naturellement, vraiment, c'était... Au début, on y va pour une journée. Excusez-moi. On y va pour une journée et quand on voit ce qui se passe, au final, on dit non, il faut qu'on y retourne demain, puis encore demain, et puis au final, ça fait 18 jours, quasiment. Pourquoi vous êtes aussi émue? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Je suis émue parce que c'est un paysage, ouais, comme on dit mes amis, on se croirait dans un film. On se dit c'est pas possible, ça peut pas nous arriver. Ça arrive qu'aux autres ou ça arrive que dans les autres pays, mais non, ça nous est arrivé à nous. Et puis voir tous ces gens dans la misère, avoir tout perdu. J'ai vu une mamie à 4 pattes dans la boue en train de chercher les photos de son enfant. Je l'ai aidée, je savais qu'on les retrouverait pas, mais je l'ai aidée quand même parce que ça lui a fait du bien. Mais moi qui n'ai pas été touchée au niveau matériel, humainement, c'est dur quand même. Donc tout ce petit groupe qui s'est rendu utile, vous vous êtes trouvé un surnom. Comment vous vous êtes surnommé? On s'est surnommé la Team Biscotte. Pourquoi la Team Biscotte? Si vous voulez, un jour où nous étions dans le camping, c'était vraiment... à ce moment-là, c'était dur pour moi. C'était un moment où j'étais pas bien, j'avais envie de pleurer et je voulais pas le faire devant tout le monde, donc je suis partie. J'ai été me balader dans le camping et j'ai vu une petite peluche qui était clouée par la boue et elle avait le sourire et moi, ça m'a fait sourire. Pourquoi, je sais pas. J'en sais rien. Ça m'a fait sourire et je me suis dit, tiens, je vais la prendre en photo. Et j'ai posté sur le groupe, justement, j'ai trouvé une rescapée. Ça sera notre mascotte. Et je l'ai appelée Biscotte. Et du coup, je l'ai faite... je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire rire mes copains. Donc, je lui ai donné la douche, je l'ai mise à l'apéro. Et puis, ça a fait rire un peu le groupe. Et au final, malgré moi, ça a fait rire tous les bénévoles. Enfin, beaucoup de bénévoles. Et du coup, c'est devenu une espèce de mascotte. Ils ont suivi nos aventures, quoi. Un commentaire d'Yvonne, juste sur cette jeune femme qui m'a l'air très émue. Et... Oui, parce qu'on oublie souvent que les bénévoles, face au spectacle de désolation, sont aussi traumatisés. Et il y a souvent des images récurrentes. Mais ce qui est très amusant, c'est que cette rencontre avec cette mascotte, avec cette petite peluche, ça a 2 sens. Déjà, c'est le sens de la vie. C'est une doudou. C'est la doudou du groupe des personnes qui sont bénévoles. Et c'est en même temps une forme de sourire à la vie. Vous aviez l'impression qu'elle vous souriait, vous lui souriez, parce que vous étiez dans le désarroi. Et donc, elle vous a donné de la force, cette petite mascotte. Et donc, vous avez donné cette force à tout le groupe grâce à elle. Ça symbolise, vous voyez, l'entraide, la générosité que vous avez mis en œuvre pour toujours aller sauver, toujours plus. Vraiment... Alors, il y a quelques jours, Renaud Marco, notre envoyé spécial, a épousé la cause de Biscotte et il s'est rallié à votre équipe de bénévoles le temps d'un après-midi. Regardez son reportage. Ça va? Ouais. Oh, Hassania, je te présente Renaud. Oui. Bonjour Renaud. Renaud Hassania, la gérante des mobilhomes. On vient aider depuis un mois maintenant. Je pensais pas qu'il y avait autant de dégâts, même un mois après, où vous étiez encore en train de nettoyer. Ah oui, non, il y a beaucoup de boulot. Hein. Ouais. Donc voilà, et encore là, ça va, on les a redressés parce qu'ils étaient, on ne pouvait pas trop les nettoyer avant, parce qu'ils étaient déséquilibrés. Comment vous avez rencontré l'équipe, la team, justement, tous ceux qui composent cette équipe? Je sais pas, c'est venu d'eux-mêmes. Hein. Spontanément, ça s'est organisé? Spontanément, ça s'est organisé. Moi, je n'ai pas fait d'appel ni quoi que ce soit. Ils nous apportent de la nourriture, ils nous apportent de l'aide, ils nous apportent le sourire, l'amour, l'amitié. Et ça nous a boostés. On ne s'est pas sentis seuls. Je ne suis pas venu juste pour vous poser des questions, donc je vais aussi donner un coup de main si vous avez une mission à me confier. Vous n'hésitez pas, peut-être que je peux sortir des matelas ou... Bah, vous êtes propre là, on va vous passer. J'ai mis des sacs plastiques, donc voilà, je peux quand même aider un petit peu. J'ai un balai brosse si vous voulez. Allez, hop. Ouais, et puis mouiller, ça double de poids. C'est sûr que... Patrice, pourquoi vous faites tout ça? Ça vous est venu naturellement? Non, c'est surtout par solidarité. Bon, en plus, moi, j'habite plus dans la région, mais je suis un ancien Antibois. J'habitais 15 ans ici. Suite au reportage qu'on a vu sur les différentes chaînes de télévision au lendemain du 3, qui était quelque chose d'inimaginable. Et voilà, puis en plus, la motivation d'aider tout le monde. C'était des personnes que vous connaissiez pas, en fait? Ah, pas du tout.
Même nous, toute l'équipe que l'on est, on ne se connaissait pas du tout avant, et maintenant devenu un grand clan, une grande famille, une belle famille. Vanessa, vous avez fini avec le bungalow? Oui, voilà, ça y est, celui-ci, il est plié. Donc, on va y aller. On a encore beaucoup de travail. Hein. Il y a beaucoup de caves et de garages à faire. On y va? Merci. Vous montrez Allez, le chemin? c'est parti. Allez. I'm feeling something different. When you left, my picture changed. I was blinded, I'd not envisioned the same thing. On se rend pas compte et puis on voit un peu Enfin, on ressent la détresse des gens. Ils sont encore marqués. Oui. Tout à l'heure, j'ai vu des personnes en passant qui ont l'air à bout et en même temps, c'est pas fini, quoi. Ouais, c'est malheureux. Il y en a qui ont tout perdu. Hein. Souvent, les souvenirs, on les entrepose dans les garages, dans les caves. Aujourd'hui, il y en a qui ont perdu leurs souvenirs. Donc là, je sais pas si tu arrives à imaginer, le parking, il est quand même assez profond. Il y avait de l'eau jusque dans les moindres recoins, jusqu'au plafond. Les voitures ont été complètement ensevelies. C'est incroyable. C'est sec. Mais là aussi, on voit les marques et en fait, l'eau est montée jusqu'en haut aussi pour les caves. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Renaud, aussi enchanté. Vanessa. Vanessa. Enchanté. Je travaille pour l'émission Toute une histoire. Oui. Vous avez 2 secondes? Oui, oui, je vous en prie. Vous êtes résident de... Je suis résident, j'habite ici, oui. Moi, j'étais artisan plombier, j'ai fait de la mécanique et tout ça. Donc, j'ai tout perdu, mon compresseur, mes chalumeaux, beaucoup de matériel. Vanessa, quand on parlait des actions dans un deuxième temps à mener, c'est auprès de personnes comme Bernard? C'est ça. C'est ça. C'est des personnes qui n'ont pas forcément perdu dans leur appartement, dans leur lieu de vie, mais qui ont perdu beaucoup sous terre. Donc aujourd'hui, on s'occupe d'eux. Vous savez que Vanessa s'est réunie avec d'autres personnes pour venir en aide. J'ai entendu parler. Vous avez reconnu la peluche? La peluche, là, qu'ils ont retrouvée sur un camping. Oui, exactement, sur une carcasse de voiture. C'est bien, ça. Mais il faut des gens comme ça. Il faut s'entraider dans la vie. Il y a vraiment beaucoup à faire. Il faut tout reconstruire maintenant. Je vous souhaite plein de courage. Merci d'être venu. Et merci pour tout ce que tu as fait avec tes équipes. Merci. Qu'est-ce que ça vous apporte, Vanessa? Qu'est-ce qu'on ressent quand on se rend utile concrètement comme vous le faites? Ah, voilà la mascotte. Voilà. Biscotte, c'est ça? C'est Biscotte. Biscotte. Qu'est-ce que ça nous apporte Parce que je m'interrogeais sur votre quotidien. Je me disais peut-être qu'elle fait ça parce qu'elle s'ennuie dans la vie. Or, vous avez un travail et vous avez combien d'enfants? 3. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Alors, je suis secrétaire pour l'entreprise de mon mari. Donc, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer? Non. Donc, ce n'est pas de cet ordre-là? Non. Non, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour pouvoir aller aider mon prochain. Mais vous vous êtes surprise à réagir comme ça? Moi, je me suis surprise, non. Mais mon entourage, eux, ils n'ont pas été surpris. Ils n'ont pas été surpris? Non. Donc, beaucoup m'ont dit ça ne m'étonne pas. Mais qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça nous apporte? Au début, on ne pense pas ce que ça va nous apporter. On pense à ce que ça va apporter aux autres. Ouais. Et au final, honnêtement, ça m'a apporté vraiment beaucoup à moi personnellement. Et oui, c'est ce qu'on dit toujours, que quand on donne comme ça, quand on se rend utile pour les autres. Puis ça nous a apporté une famille. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Cette biscotte team. Oui, la biscotte team, et puis même les sinistrés qu'on a aidés. Moi, il y a un jour où j'ai pas été parce que je pouvais plus, j'avais pas envie, je voulais rester chez moi. Et pourtant, je leur ai quand même fait des petits plats. J'ai pas pu m'en empêcher. Mais j'ai quand même été leur faire un petit bisou avec toute l'équipe. Vous nous racontiez, en préparant l'émission, que vous avez croisé la route d'un vieux monsieur qui se moquait de ce qu'il avait perdu sur le plan matériel. En revanche, il y a une chose qui l'obsédait. Laquelle?
On triait son garage et il m'a demandé, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Vous voulez que je le jette? Vous voulez qu'on essaye de le nettoyer? Et il m'a répondu, non mais si vous pouvez me prendre et me jeter avec... Ah non mais il faut pas dire ça, au contraire, on est là pour... C'est horrible quelqu'un qui vous dit ça, on n'est pas là pour vous jeter, on est là justement pour vous aider, enfin c'est... Alors, ce qui lui importait, c'était que vous l'aidiez à nettoyer les photos de sa femme. Les On photos grattait, qui lui étaient chères. on grattait. Ouais. Patrick, je vous sens réagir à cette histoire. Ça vous rappelle une image personnelle? Cette anecdote de ce monsieur qui se raccroche à ses photos, qui se moque de tout le reste? Ça nous rappelle à nous, c'est pareil. Nous, on se raccroche à ce qui nous reste, tout simplement. Vous vous êtes fait aider, vous, psychologiquement, parce que vous avez l'air très marqué. On a eu une antenne psychologique au camping, dans la protection civile. Ils ont été très bien aussi. Ils sont venus de toute la France. Ils sont venus nettoyer, ils sont venus faire des activités pour les enfants, ils sont venus nous soutenir. C'était très bien, ça nous a un peu changé les idées. C'est important, Yvonne, hein, de sentir une solidarité. Une solidarité, une entraide, être soutenu, pouvoir parler, pouvoir aussi débriefer sur ce qu'on a vécu, parce qu'un même événement peut être vécu différemment, donc pouvoir échanger et garder effectivement cette unité dont parlait Vanessa, dont parlait Laura, cette unité qui est, et ce lien qui est quasiment familial, que vous retrouvez face à une épreuve. L'épreuve, ça quand même, ça consolide des liens très très forts et qui restent très longtemps, c'est pas des liens factices. On va revenir à l'acte héroïque des Laura, après avoir sauvé ce monsieur dans sa voiture. Est-ce que vous aussi, vous avez aidé à déblayer après l'événement? Laura, elle y est allée le lendemain. Ouais, avec ma collègue de boulot, on a appelé la ville de Cannes et on a demandé où est-ce qu'il fallait aller pour aider, quoi. Et ils nous ont donné le numéro de particuliers qui avaient eu tous les sous-sols, donc les garages inondés. Sur Cannes. Et donc, du coup, on y est allé, mais une dame qui s'est effondrée en pleurs parce qu'elle avait beaucoup déménagé dans sa vie et elle vivait dans un studio. Et donc, du coup, il y avait 50 ans de souvenirs dans le garage. Et il faut le dire, c'était pas de l'eau, voilà, c'était vraiment de la boue. Donc, pour tout ravoir, c'était impossible, quoi. Alors, on en parlait tout à l'heure, vous avez sauvé la vie d'un monsieur qui s'appelle Léon. Il a 83 ans et il est avec nous aujourd'hui. Heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Attention, ça marche. Je vous en prie. Mes deux sauveteuses. Bien sûr. Quoique je sois un vieil homme. Comment allez-vous, Léon? Mais ça va, ça va. Quel souvenir gardez-vous de cet épisode terrible? Le sauvetage surtout. Parce qu'en fait, dans la voiture, je n'ai pas tellement réagi. Vous, ça faisait 14 ans que vous habitiez à Cannes. Que faisiez-vous sur la route ce soir-là, lorsque votre Alors, je voiture... rentrais chez moi. Il devait être aux environs de 9 h du soir, quoi. Et alors, j'allais amorcer le passage souterrain, en dessous la voie ferrée. Et puis c'est à ce moment-là qu'une vague est venue derrière moi et devant. Et en fait, j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et d'un seul coup, la voiture, elle s'est soulevée et elle est arrivée à 3 mètres de hauteur. Vous avez eu très peur? Vous êtes dit quoi? Honnêtement, je ne sais pas. On n'a pas le temps de réfléchir? Non, on ne réfléchit même pas. Alors, à quel moment elles sont arrivées? Eh bien, à un moment donné, la voiture a penché comme ça, c'est du côté gauche. Et j'ai eu le réflexe d'aller sur le fauteuil droit. Sinon, si la voiture s'était retournée, j'étais encore mort une autre fois. Et à un moment donné, donc, je suis arrivé à la hauteur du parapet, c'est-à-dire de la voie ferrée, et j'ai entendu taper sur le toit. Et là, je me suis dit, il y a quelqu'un certainement qui vient. Et c'est là que le haillon s'est ouvert et puis qu'elles m'ont dit, baissez le fauteuil et puis essayez de vous glisser, quoi. Et donc, elles m'ont pris les bras. Enfin, ils étaient 3, de toute façon. Ça a dû vous surprendre de voir des jeunes filles comme ça en train de
de se comporter comme des héroïnes? Oui, non, c'est-à-dire qu'à notre époque, qui est une époque d'égoïsme, on est étonné de voir des gens vous tendre la main. Ah oui, je veux dire à notre époque actuelle. Actuelle, C'est ça. oui. Oui. Par rapport J'ai au- connu une autre époque. C'est ça. Oui. Et donc, effectivement, on est un peu étonné, mais très content qu'on vous tende la main. Est-ce que quand on sort de ce genre d'événement dramatique, est-ce qu'on a un coup de... Est-ce qu'on se dit, je ne suis pas passé loin on se dit quoi? Eh bien, je vais vous dire honnêtement, on n'a qu'une envie, c'est de vivre. Et moi, j'ai trouvé le remède, en fait, puisque j'écris depuis des années. J'ai trouvé le remède à travers l'écriture, à travers, je dirais, l'amour que j'ai des femmes et la danse. L'amour que vous avez des femmes. Et la danse. Pas d'une femme, des femmes. Des vous dites. femmes. D'accord. Bon. Et la danse? Et la danse. La danse Toutes les danses. de salon. Oui, la danse, ce qu'on danse maintenant, je veux dire les danses modernes, les danses classiques. Et je trouve que c'est un vrai dérivatif. Ce sont des occupations que vous n'aviez pas avant? Si, j'ai Avant. toujours été dansé. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai Mais fréquenté les dancing. Mais vous avez eu d'autant plus envie d'y aller après cette... c'est oui. quelque chose qui vous a encore plus poussé vers la Bien vie? sûr, c'est de retrouver, puis de pouvoir parler à des gens, pas spécialement de raconter sa vie en disant j'ai été sauvé, patati patala, mais d'avoir un contact humain. J'imagine que vous avez tenu à les remercier. Oh, bah oui, enfin... Comment avez-vous fait pour les remercier? Je veux dire, elles ont accompli un acte vraiment désintéressé. Et je pense que la plus grande récompense, c'est déjà la reconnaissance du cœur. Maintenant, on peut récompenser les gens selon ses propres moyens, disons. Donc, j'énumérerai pas la suite. Bah, je ne sais pas, vous avez tenu peut-être à leur écrire quelque chose? à Oui, leur écrire un poème? je leur ai fait cadeau de différents poèmes sur justement cette inondation. Vous voulez nous en lire un extrait? Oui, je vais vous en lire un extrait. Excusez-moi, je mets mes lunettes. Je vous en prie. Lorsque j'entends l'orage gronder, il me rappelle le souvenir de cette bien triste soirée où sous la pluie j'ai cru mourir. Si aujourd'hui je suis vivant, c'est grâce à ces trois jeunes gens. Alors c'est avec tout mon cœur que je remercie mes sauveteurs, alors que j'étais condamné sûrement à être noyé. Si aujourd'hui je rends hommage à leur bravoure, à leur courage, c'est qu'ils le méritent pleinement car aujourd'hui je suis vivant. La vie est faite d'imprévus. On peut mourir dans la rue, noyé sous une pluie battante et ceci d'une mort lente. À quoi pense-t-on dans ces instants? C'est ce que me demandent les gens qui veulent connaître mon histoire, celle qui m'arriva un soir. La réponse, je pense qu'on l'ignore lorsqu'on échappe à la mort. Alors peut-être qu'avec l'oubli, on peut reprendre goût à la vie et la mordre à pleines dents en se disant « je suis vivant ». En plus, ce sont des alexandrins, hein, si j'ai bien compté le nombre de pieds. C'est-à-dire que j'ai une facilité pour écrire, je veux dire, en vers, donc je ne vais pas me gêner. Je comprends. Et j'ai écrit depuis très longtemps. D'ailleurs, j'ai les hommages des plus hautes personnalités civiles, militaires et religieuses en France depuis 1995. Parce que je suis président d'une association qui se nomme Poésie, Convivialité, Devoir de mémoire. Poésie, convivialité, pourquoi? Parce qu'à travers la poésie, recréer des liens d'amitié et de fraternité. Et la mémoire, parce que je suis né le 24 janvier 1933, année où Hitler arrivait au pouvoir. Et moi, étant d'origine israélite, j'ai vécu cette période-là. Ah ouais. Quelle place Léon tient-il dans votre cœur, mademoiselle? Une grande place, parce que sur le coup, quand on a sorti de la voiture, on le connaissait vraiment pas. Le lendemain non plus, on savait pas qui c'était. Enfin, du coup, on est allé le voir et on a vraiment découvert une personne vraiment adorable, vraiment gentille. Est-ce nous que a vous appris allez beaucoup de danser avec choses. lui?
Ou est-ce que vous l'emmenez danser avec vous? Non plus, encore pas. Je sais pas, moi. Si vous mettez quelque chose d'un peu... Je vais vous faire une démonstration. Ah bah. Ah si. Allez, commence avec vous. Avec vous. Léon. Vous voulez quoi comme musique? Mais quelque chose de... Qu'est-ce qu'on a en magasin? Pas, par exemple, on a de la musique en magasin ou pas? Quelque chose de moderne, quoi, que les jeunes aiment. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Que les jeunes aiment? Oui, oui, maintenant. Un truc que les jeunes aiment. La musique disco, quoi. On va les laisser chercher. Disco, c'est... Disco, ça fait longtemps quand même. Non, si, ça existe encore. Ça revient alors. Un commentaire d'Yvonne, peut-être Vous sur savez, l'écriture. Alexandra, vous savez, c'est Ah oui, mais ça, c'est cette pas... musique-là, vous voyez, Ouais. qui est très entraînante d'ailleurs. Enfin, quelque chose de parallèle, quoi. L'écriture, Sophie, c'est une manière de passer du cri, on le dit souvent, à l'écrit, c'est-à-dire de coucher sur papier ces émotions qu'on ne peut pas dire, qu'on peut souvent qu'écrire. Mais ce qu'on entend chez vous tous, c'est qu'il y a une forme de lien très fort qui s'est établi, certes, mais les deux Laura ne veulent rien, elles veulent juste que vous soyez vivants. Et avoir frôlé la mort, comme vous dites, ça donne une autre saveur à la vie. Ça donne une saveur. Chaque moment est important. Chaque moment doit être chargé d'émotions, de plaisir et de joie. Bon, écoutez, on vous laissera exprimer vos émotions sur la piste de danse une autre fois, car nous n'avons rien en magasin. Je suis désolée. Hein. Merci en tout cas d'être venus nous voir. Merci à tous pour la sincérité de vos témoignages et pour ces souvenirs ô combien émouvants. Pour ceux qui n'auront pas pu aider, ben pourquoi pas s'y mettre, hein, parce que j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Donc on mettra les coordonnées de différentes associations sur notre site. Merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue où avec Renaud Marteau, nous aurons le plaisir de retrouver Cathy et ses parents qui souffrent de troubles de l'audition. Si cette histoire vous fait penser à celle du film La famille Bélier, vous allez voir que la réalité est souvent plus forte que la fiction. A tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Là où je vous ai dit, vous voyez. Merci. Avec Mandy. Léon, merci beaucoup. Je m'appelle Ingrid. Je suis ce que l'on appelle un enfant pansement. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. J'ai ce besoin de regarder les photos d'Aurore de temps en temps. Quand je regarde ces photos, pour moi, ça représente une grosse partie de mon enfance et de ma vie aussi. Je comprends le sentiment qu'elle a ressenti vis-à-vis de sa sœur, mais j'ai eu besoin de redonner la vie très vite après pour que la vie gagne. Que la vie gagne. 3 histoires de famille qui ont ému toute la rédaction. J'ai beaucoup culpabilisé d'avoir l'impression de prendre la place de quelqu'un. Pour chaque grossesse, j'ai dû perdre un enfant. C'est ma 4e grossesse à l'heure actuelle. Il était hors de question pour nous de mettre de côté notre fils qui était décédé et on ne pouvait pas se permettre de le mettre lui sur un piédestal et de mettre de côté les enfants qui arrivaient et qui étaient justement présents. 3 familles qui avancent avec un manque, avec une faille et qui ne seront plus jamais les mêmes. J'ai fait du chemin, mais c'est une souffrance vraiment dans les tripes, quoi. Pour le premier enfant, en plus, c'est comme un échec. J'ai beaucoup de culpabilité par rapport à ce poids que je lui fais porter.